Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Le bilan des morts s'alourdit à Los Angeles. Oui, le bilan qui a grimpé à 24 depuis les dernières heures, 24 décès, et les autorités aussi s'attendent à ce que malheureusement ça continue d'augmenter, ce qui est en augmentation aussi. Et c'est toujours pas sous contrôle, là. Non, t'as raison, et ce qui est la raison principale, je dirais que c'est les vents. On a eu une petite accalmie au cours de la journée de samedi, mais déjà hier, ça augmentait et les vents devraient regagner en puissance là, d'ici le milieu de la semaine. En fait, selon les prévisions météo, demain, mardi, on devrait avoir des vents à peu près à 110 km/h. Ça, conséquence, bien sûr que ça va compliquer le travail des pompiers qui combattent là, jour et nuit face à ces incendies. Il y avait aussi l'espoir de plusieurs personnes de pouvoir retourner à la maison pour du moins, je sais pas, aller chercher certains médicaments, des vêtements ou simplement vérifier est-ce qu'on a encore une maison. Eh bien, ce ne sera pas possible d'aller vérifier pour les gens de Los Angeles avant jeudi parce que tout simplement, ce n'est pas sécuritaire. Il y a toute la question politique aussi qui a attiré l'attention au cours de la fin de semaine, des commentaires très, très durs, encore une fois, de Donald Trump sur son réseau social Truth. Il a qualifié les politiciens d'incompétents qui ne savaient pas comment éteindre les feux. Et c'est en bas de tout, là. Je veux dire, à la limite que tu dises, il faudra avoir un debriefing, là. Il faudra faire un post-mortem de ça plus tard, mais pendant la tragédie, pendant que tout le monde fait son possible pour s'en sortir, pendant que les gens vivent les conséquences, quittent leur maison, d'en faire une chicane politique, c'est ignoble. Oui, j'entendais au cours des derniers jours là, les commentaires du gouverneur de la Californie qui a été ciblé notamment par Trump à plusieurs reprises. Puis lui, vraiment, là, il se tournait la langue 7 fois avant de parler, avait l'air très irrité, très agacé par les commentaires de Trump. Mais parallèlement à tout ça, il y en a des lacunes. Là. Il y a un problème d'approvisionnement en eau. La question n'est pas de savoir est-ce qu'il n'y a pas des choses où on peut mettre le doigt pis des lacunes. Le timing. Mais c'est ça. Est-ce que c'est que là, ça donne plus rien. Là. Pendant, là, faut que tu t'en sortes. Après coup, si des gens doivent être blâmés pour des mauvaises décisions dans le passé, des négligences politiques, ce sera fait à la limite de demander une commission d'enquête après, commission d'enquête publique. Mais pendant, excuse-moi, je vais le dire platement, mais c'est ta gueule. Aide, tu comprends? Prends-toi une chaudière, va chercher de l'eau, aide comme tu peux, mais ta gueule. C'est vraiment, là, c'est fatigant, là, les commentaires. Puis c'est tellement facile en plus. Pendant que les gens brûlent, toi, tu vas dans un autre État américain, à l'autre bout du pays, en sécurité, tu vas sur ton clavier, toc, 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 et lui, c'est un ci, lui, c'est un ça. C'est tellement mauvais comme comportement, c'est terrible. Parlons-en des États-Unis, parce que pendant que les pompiers canadiens, pompiers québécois aident en Californie, là, on continue de se demander qu'est-ce qui va arriver dans une semaine, jour pour jour. Là. Lundi, le 20 janvier, l'arrivée de Trump, c'est dans une semaine. Et tu parles de renforts, il y en aura d'autres. Hein? Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé 60 pompiers supplémentaires pour venir prêter main forte à Los Angeles. Et parlant de M. Trudeau, lui, il était en entrevue hier sur le réseau MSNBC. Essentiellement, ce qu'il a déclaré, c'est que le Canada ne sera pas annexé par les États-Unis, comme le suggère Trump. M. Trudeau, il voit plus une stratégie pour déséquilibrer là, son partenaire financier. Et selon le premier ministre, ce genre de déclaration-là fait en sorte que des gens parlent de ça plutôt que, par exemple, l'impact des tarifs de 25 % sur l'acier, sur l'aluminium. Ça, ces tarifs-là, ça nous pend au bout du nez aussi parce que Trump l'a dit, dès qu'il sera inauguré, dès qu'il va obtenir les pleins pouvoirs à la Maison-Blanche, il va aller de l'avant. Il a profité de son entrevue sur les ondes de MSNBC aussi pour lancer un message aux États-Unis sur les conséquences de tels tarifs aussi. On sait que la riposte s'organise tranquillement. Il y aura une rencontre mercredi entre M. Trudeau, entre les provinces, qu'on va surveiller aussi aujourd'hui. C'est Jagmeet Singh, le chef du NPD, qui va parler d'ailleurs au sujet de ces tarifs possibles imposés par Trump et les États-Unis. Il semble que M. Singh va proposer sa liste de tarifs là, qui imposerait lui aux Américains sa réplique. Et ce sera intéressant. Et parlant de stratégie aussi, on a vu passer ça sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, qui s'est rendue à Mar-a-Lago et qui a rencontré Donald Trump au cours de la fin de semaine. Elle était avec Kevin O'Leary. Et habillée en blanc? Oui, habillée tout vêtue de blanc. On le voit à l'écran, les gens qui sont à la télé avec nous.
Tu me vois-tu dans l'habit de M. O'Leary? J'ai un petit peu de misère à t'imaginer dans... Pour animer l'émission comme Tu vas peut-être me surprendre un jour, Écoute, mais à première vue, j'ai de la misère à D'abord, je vais te poser une autre question. Oui. Est-ce que tu mangerais du spaghette avec son... Ça, c'est très risqué, ça. Ça, honnêtement... Pour les gens qui ne voient pas, c'est un complet, le blanc, mais comme dans immaculé, blanc. Comme dans blanc, là. Oui. C'est Je veux vivre... dire, dans la neige, c'est sûr qu'il prend une marche un soir de neige, il se fait frapper. Là, c'est vivre dangereusement, là. Manger du spaghetti avec ce soupe-là, c'est clair, mais sur concurrence avec bonhomme, là. Madame Smith a parlé de discussions constructives sur les relations entre le Canada et les États-Unis et que le lien entre les deux pays est le plus gros partenariat économique de l'histoire. Donc, ce qu'on voit depuis le début, ce sont des initiatives de premiers ministres. Pensons à M. Ford, qui avait fait notamment une tournée d'entrevues aux États-Unis. Et là, c'est Mme Smith. François Legault qui a rencontré le président Trump. Lui, dans le cas de François Legault, c'est en France, c'était à Notre-Dame. Oui, t'as raison. Fait que d'abord, depuis que Justin Trudeau était là à Mar-a-Lago, c'est les premiers ministres des provinces qui ont repris le relais. Mais dans le cas de Mme Smith, ça semble... Tu sais, François Legault, dans le fond, c'est dans un événement public. Là, elle semble avoir été accueillie par Trump chez lui à Mar-a-Lago, le lendemain à son club de golf. Donc, elle a passé la fin de semaine avec lui, là. Ouais, alors c'est sûr que... Elle doit savoir plus long sur les tarifs, sur ce qui s'en vient, puis sur les intentions réelles de Trump. En tout cas, c'est un accès privilégié, ça c'est clair. Dans le cas de M. Legault, en France, dans le cadre de Notre-Dame, ça avait été un peu grâce à Emmanuel Macron. Hein, qui avait fait le lien. Je vais te le présenter. Mais ils ont jasé quand même. Ils ont jasé un bon 10-15 minutes quand même. C'est ça, c'est ça. Bon, pendant ce temps, il y a M. Chrétien, lui, qui a pris les devants aussi, une lettre. Je sais pas trop quoi en penser. Le plus meilleur pays du monde, c'est revenu, là. oui, c'était une phrase iconique quand même de M. Chrétien, qui, le jour de ses 91 ans, disait s'être fait un cadeau. Donc, une lettre ouverte dans le Globe and Mail en fin de semaine. Il y avait, je vous résume, là, parce que c'est quand même une assez longue lettre, là, mais 2 messages. Le premier envers M. Trump, puis en anglais, il disait « From an old man to another », donc d'un vieux monsieur à un autre. Et puis là, il disait réveille, là. Tu sais, réveillez. Il est à peu près temps que là, que vous réalisez ce que vous êtes en train de faire. Puis vous connaissez très, très mal les Canadiens si vous pensez qu'à coup de menace, vous allez réussir là, tu sais, à nous amadouer ou quoi que ce soit. Et l'autre message, c'était envers les élus. Je le paraphrase encore là, en disant... Écoutez, ayez une colonne vertébrale. Là. Pour défendre le Canada. Il faut défendre le Canada, que parfois la défensive ne suffit pas comme au hockey pour remporter des matchs. Il faut passer à l'offensive. Et M. Chrétien disait aussi dans sa lettre que ce que M. Trump aura réussi à faire, c'est d'unir plus que jamais les Canadiens face à cette menace-là. À suivre. Et là, il va falloir être prudent dans les prochaines semaines parce que quand on va parler de course au Parti libéral, parce qu'officiellement aujourd'hui, le Parti libéral du Québec, pour remplacer Dominique Anglade, qui a quitté, ça fait déjà plus de 2 ans. Il y a une course, elle est lancée aujourd'hui. Et en parallèle, il y a le... En fait, c'est la plus lente et la plus longue course de l'histoire. Puis là, en parallèle, t'as la course pour remplacer Justin Trudeau à la direction du Parti libéral du Canada, qui, elle, va être la plus rapide de l'histoire. Commençons par celle-là, à Ottawa, où là, les ministres n'ont pas beaucoup de temps, où les candidats potentiels n'ont pas beaucoup de temps pour réfléchir. Et il y en a plusieurs en fin de semaine qui ont dit, moi, j'y serai pas. Ouais, une course, c'est un sprint, l'autre, c'est un marathon. Alors, oui, dans le cas du sprint, oui, il y a plusieurs ministres, ça a déboulé, là. Et le plus récent, c'est Stephen McKinnon, ministre du Travail, qui a finalement annoncé qu'il ne se lançait pas dans la course à la succession de Justin Trudeau, donc par voie de communiqué, affirmant en fin de semaine que le temps disponible actuellement ne lui permet pas de monter le genre de campagne qu'il aurait souhaité mener. Alors, il faut ajouter son nom à Anita Anand, qui va même se retirer de la politique, là. Elle ne se représentera pas, souhaite donc c'est une grosse perte pour les libéraux. Oui, parce que c'est quand même une ministre importante là, au sein du cabinet. Mélanie Joly écarte la possibilité également de se présenter. L'heure est trop grave, elle veut donc se concentrer sur ses fonctions de ministre. En gros, il reste, si on enlève le monsieur Argia, un inconnu, mais les candidats seniors, à mon avis, on aura une course entre François-Philippe Champagne, Mark Carney, Chrystia Freeland et Christy Clark. Oui. Ça risque d'être ça. Mais Christy Clark, qui a été empêtrée, puis là, qui a dû justifier pourquoi elle était membre du Parti conservateur il y a 2-3 ans à peine. Là, elle dit, c'est parce que là, j'appuyais M. Charest. Elle appuyait Jean Charest, oui. Mais tu sais, son explication, c'était très vasouilleux, là. Alors là, cette semaine... Mais c'est connu, elle est une libérale clairement plus à droite. Là. Par rapport à tous les autres, elle amène... Tu sais, s'il faut recentrer le Parti libéral ou le sortir de l'ornière très à gauche, parce que Justin Trudeau l'a amené quasiment dans le cadre du NPD... Elle est clairement être libérale en Colombie-Britannique, là, le Parti libéral de la Colombie-Britannique,
c'était le parti opposé au NPD là-bas. Et les gens de droite, maintenant en Colombie-Britannique, les gens qui voteraient Poilievre, qui sont plutôt conservateurs au fédéral, votaient Christy Clark. Donc elle est déjà allée chercher du vote conservateur. C'est être libéral en Colombie-Britannique, c'est pas pareil comme dans les 9 autres provinces. Il faut vraiment le comprendre pour voir que cette candidature-là, que t'aimes ou t'aimes pas, elle amène le parti ailleurs. Alors, t'as entièrement raison. Justement, ça, est-ce que ça pourrait pas être favorable s'ils veulent aller chercher des votes de conservateurs? Ouais, mais là, est-ce qu'ils votent pour aller chercher des votes ou est-ce qu'ils vont se reconnaître en elle? Puis je pense qu'il y a différentes tendances dans le Parti libéral aussi, mais je pense que oui, il y a quand même une sensibilité que c'est allé trop loin à gauche. Je veux dire que là, coucher dans le même lit de Jack Metzing puis le NPD puis faire des déficits records, que le Parti libéral a perdu une de ses clientèles traditionnelles, des gens plus au centre qui veulent quand même un parti économiquement responsable. Et au PLQ? Bon, alors au PLQ, le coup de départ est donné officiellement aujourd'hui avec 4 candidats sur les rangs. On a Pablo Rodriguez, Denis Coderre, Charles Milliard et Marc Bélanger. Là, parce qu'il y en a un qui s'est retiré, là. Ben oui, au cours de la fin de semaine, Frédéric Beauchemin, finalement, s'est retiré de la course et a offert son appui à Pablo Rodriguez. Maintenant, la suite des choses, aujourd'hui, là, il y aura 3 sorties médiatiques à surveiller. Charles Milliard, 8h45, il va présenter un nouvel appui à sa candidature. On sait que les jeunes sont beaucoup derrière Charles Milliard. Pablo Rodriguez, avec Frédéric Beauchemin, d'ailleurs, point de presse à 10h. Marc Bélanger, lui, va prendre la parole à 11h. Il en manque un, Denis Coderre. Visiblement ne sort pas aujourd'hui. Et le prochain chef va être connu donc à la mi-juin, le 14 juin, dans le cadre des libéraux provinciaux. Et un décès dans le monde artistique, une grande dame. Qui est décédée hier à l'âge de 101 ans, Kim Yaroshevskaya. Pampreluche va raconter un beau conte à sa manière. Pampreluche va raconter. Ah, moi, je suis de l'âge de Fanfreluche, là. Sans ambiguïté. C'est quoi ton souvenir? Moi, mon souvenir, c'est que c'était épeurant. Moi, j'étais très, 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 très jeune, tu sais, puis c'est pas, je sais pas, 4-5 ans. Mais les histoires de Fanfreluche, parce qu'à la fin, ça finissait bien, tu sais, puis Fanfreluche s'en mêlait au besoin. Oui, puis elle changeait le cours de l'histoire. Oui, elle changeait le cours de l'histoire, c'était le concept. Ben, ça commençait mal, là. Ça commençait dans la terreur, là, les histoires épouvantables. Mais à la fin, ça sortait bien. Donc, le grand méchant loup ne mangeait pas le petit chaperon rouge. Oui, mais c'est ça. Mais là, avant que tu le saches, là, quand t'es enfant, là, tu le sais pas que ça va bien finir à chaque fois. Là. Ce qui est beau d'elle, c'est qu'elle a permis justement l'imaginaire. Celle qui est née en Russie, à l'âge de 7 ans, elle a perdu ses parents qui ont été éliminés par Staline. À 10 ans, elle s'installe donc à Montréal. Elle va apprendre le français avec ses études aux Beaux-Arts. Et c'est dans les années 50, avec sa troupe de théâtre Le Grenier, qu'elle va justement créer son célèbre personnage, la poupée Fanfreluche. C'est elle qui écrivait ses propres textes. Puis au départ, elle va faire les émissions de télé Fafouine, La boîte à surprise, avant d'avoir l'émission Fanfreluche. Ça a été l'un de ses rôles marquants, mais une autre génération la connaîtra avec son rôle de grand-mère dans Passe-Partout pendant une bonne dizaine d'années. Il se passe que la chatte que tu as vue Passe-Partout, ça ne peut pas être Passe-Poil. Comment ça? C'était une chatte tigrée, et puis elle avait... Passe-Poil, elle n'est pas encore assez grande pour devenir une maman. Et puis les bébés, ça vient pas au monde comme ça. On s'en serait aperçu. Elle a participé à des dizaines de projets télé, cinéma, le théâtre, plusieurs livres pour enfants. On pense entre autres au téléroman Peau de banane, Entre quatre yeux. Elle a été dirigée par Léa Poul, entre autres dans les années 80 avec Anne Trister ou Accord perdu. Plusieurs de ses livres, oui, pour toucher le cœur des enfants. Le théâtre, on en a parlé. Dans ses plus récents ouvrages, en 2017, il y avait Mon voyage en Amérique qui relatait son parcours, puis ensuite qui a été narré sur scène par Pascal Monpetit. J'ai d'ailleurs discuté avec Jacques Lheureux, Passe-Montagne, qui, lui, s'est dit tellement impressionné. Quand elle est arrivée dans Passe-Partout, lui, il avait 24 ans. Pour lui, là, je veux dire, Kim, elle était déjà bien établie avec Fanfreluche, donc tout le monde était intimidé. Mais rapidement, ça s'est bien passé parce qu'elle était hyper généreuse avec eux et ses souvenirs, ils sont tellement positifs. C'est une personne intègre, sincère, drôle aussi, très drôle. Moi, elle aimait beaucoup rire. Elle avait un rire extraordinaire. Quand elle nous recevait chez elle, c'était toujours avec un petit verre de Moskovskaya. C'est une vodka russe qu'elle gardait dans son congélateur. Oh. Puis, 101 ans. 101 ans. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'à un moment donné, il était anxieux. Puis elle lui a donné une petite boîte en bois, toute petite boîte. Puis à l'intérieur, il y avait 6 personnages. Puis il disait...
elle lui disait, mets ça en dessous de ton oreiller, puis tu vas arrêter de mal dormir, puis tu vas arrêter d'être anxieux. Ça, c'est il y a 40, voire 50 ans. Il a encore la boîte aujourd'hui. Et quand il faisait l'entrevue hier avec moi, il avait sa boîte dans les mains, puis il dit, elle est encore à côté de ma table de chevet. Puis ça m'a aidé à plusieurs moments. Puis quand je suis anxieux, je regarde encore cette boîte-là aujourd'hui. C'est fou. Un beau cadeau. Résumé des séries qui s'amorçaient en fin de semaine. En fait, c'est la fin de semaine des wild cards dans la NFL. Donc, victoire des Commanders de Washington, 23-20 contre les Buccaneers de Tampa Bay. Et c'est un classique des séries. Ce qu'on appelle dans le langage du football un dong. Oui, ça s'est joué sur un botté de précision de Zane Gonzalez, un botté de 37 verges, directement sur le poteau droit. Et finalement, le ballon a pénétré à l'intérieur. Une fois que t'as le dong, que t'entends le bruit sur le poteau, soit le ballon revient vers l'avant. Dans ce cas-là, il passe pas entre les poteaux, mais dans ce cas-ci, il a dévié, mais il a continué, il a traversé quand même, il a passé à l'intérieur. Ah non, il y a plusieurs partisans qui ont retenu leur souffle. C'est parce que les Commanders sont un peu la légende de l'année, d'avoir des miracles, un après l'autre, des remontées en fin de match avec des jeux inimaginables. Et là, au final, de gagner en série à 2 secondes de la fin, là, sur un dong qui passe à travers, c'est comme dire, OK, les Commanders, remarque que depuis 2005, il n'avait jamais gagné un match en série. C'est pas comme s'il avait fait 20 ans qu'il n'avait pas gagné un match en série. C'est pas comme si les partisans de Washington avaient abusé des bonnes choses. Non, ça c'est clair. Un gain de 22-10 des Eagles sur les Packers de Green Bay. Et ce qui a retenu l'attention, parce que, c'était pas un grand match offensif, là, mais c'est les images du receveur A.J. Brown, où on l'a vu, m'a donné lire un livre sur les lignes de côté. Visiblement, on pourrait interpréter ça comme de la frustration sur son utilisation, mais lui, il a commenté après le match. Il a dit non, je n'étais pas frustré. Lire m'offre la paix d'esprit. Mais tu sais, une passe. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, tu lirais-tu, toi, mettons, imaginez au quatrième quart. Au quatrième quart d'un match imaginez un joueur série du Canadien qui est en train de lire un livre, là, tu sais, en 3e période, dans les dernières minutes du match. C'est complètement invraisemblable. Alors, c'est parce qu'il est frustré que les Eagles n'ont pas de jeu de passe. Le corps arrière va pas super bien au niveau de la passe. 13 sur 21 passes. Puis si ça se replace pas, ils iront pas plus loin en série, malheureusement. Et la logique a été respectée dans un autre match, alors qu'une victoire renversante des Bills de 31-7. Il n'y avait pas un gros suspense là pour ce match contre les Broncos. Pour Josh Allen, le corps arrière des Bills, 272 verges par la passe, 2 passes de toucher. Il a complété, lui, 20 sur 26 passes. Maintenant, le portrait pour la suite des choses. Texans Chiefs, samedi prochain. Commanders Lyon. Et dimanche, là, ce sera le gagnant entre les Rams et les Vikings. Un match qui sera disputé ce soir, qui affronteront donc Eagles de Philadelphie, alors que dans l'autre match, là, ce sera tout un duel de corps arrière entre les Ravens de Baltimore et les Bills de Buffalo. Ça, c'est quasiment un Super Bowl, Ravens-Bills.